Bonjour tout le monde, ici Marthe Saint-Laurent. Vous écoutez l'émission Vivement les femmes depuis le studio de Rimouski. Aujourd'hui, je reçois Sarah Bourdeau, cinéaste pétillante qui pratique son art à Rivière-Ouelle, dans le Bas-Saint-Laurent. Elle a reçu en 2024 le prix du Calque, artiste de l'année. La région où elle est ancrée l'inspire, mais elle se défend bien d'en faire une carte postale. D'ailleurs, la beauté de la carte postale, c'est dans son jardin qu'elle la cultive, elle qui entretient aussi une passion pour l'horticulture. Bonjour Sarah Bourdeau, bienvenue à Vivement les femmes. Bonjour Marthe, merci de m'accueillir. C'est un plaisir. Vous êtes cinéaste, vous avez aussi fondé votre boîte de production, puis on va en reparler plus tard du nom. Vous avez complété un baccalauréat en cinéma à l'Université Concordia après avoir fait un certificat en études québécoises. Est-ce que vous avez toujours été intéressé par le cinéma depuis toujours et dans quel terreau vous avez grandi? Est-ce que c'est là que... il y avait de la place pour l'art? Non, pas tant que ça. En fait, oui, j'ai toujours voulu faire du cinéma. Puis le cinéma est venu à moi un peu justement par négligence. C'est vraiment... ma culture s'est faite grâce à Télé-Québec. J'étais assez laissée à moi-même, enfant. Fait que j'ai écouté beaucoup les films à l'époque, l'été. Télé-Québec faisait un programme double cinématographique, pas d'annonce le soir. Fait que tout l'été, fait que j'écoutais des films qui étaient pas pour mon âge, mais c'est comme ça que j'ai découvert le cinéma. C'est vraiment grâce à Télé-Québec qui nous présentait du cinéma d'auteur. OK. Puis que mes parents me laissaient écouter des films passer l'heure que j'aurais dû. Mais tu sais, ça vient pas d'eux. Tu sais, j'ai pas d'artiste dans ma famille. Okay. Mon père était machiniste, ma mère travaillait aux ressources humaines. C'est pas un truc ancré dans. Puis vous étiez dans quelle région? Vous étiez pas déjà dans le bout du fleuve? Je viens de la Rive-Sud de Montréal, de Saint-Constant, en fait, qui est comme collé sur Kanawake, le Pont-Mercier. Tout ça, mon père habite encore là. Je suis née là, mon père est né là, il habite encore là. Ouais. OK, puis on verra ce qui vous a amené dans la région un petit peu plus tard. Pour ceux qui s'y connaissent pas en cinéma, décrivez-nous tout ce qui englobe le travail de cinéaste. On parle de production, de réalisation, de scénarisation. Oui. Si on y va par étapes, à la base, on va même pas parler de financement. Là. On va parler qu'on va dire qu'on aurait l'argent, là, c'est ça, puis que je déciderais de faire un film. Mais à la base, c'est sûr, on commence avec la scénarisation, c'est d'écrire le scénario. Le cinéma aussi, c'est un art que il n'existe pas tant que le film n'est pas tourné. Fait que, tu sais, un scénario, c'est incomplet. Tu sais, ça existe en tant que tel, mais ça n'existe pas encore. Fait qu'il y a le scénario. Ensuite, on va, là, si on avait de l'argent, on va aller chercher l'argent. Ensuite, on met en branle la production. Mais en fait, souvent, la production, elle commence même à l'étape de la scénarisation. La scénarisation aussi, le cinéma, c'est un art contraignant. Fait que déjà, quand t'écris, tu dois prendre des décisions économiques parce que t'écris Paris, New York, Tokyo. Là, ça vient de te coûter. C'est pas comme en littérature. Tu peux écrire n'importe quoi en cinéma. Dès que tu ajoutes un personnage, dès que tu changes de lieu, la machine, la calculatrice commence à embarquer. Fait que déjà, la scénarisation, on est déjà dans des contraintes de production selon les moyens qu'on va avoir puis l'espace qu'on a pour le faire. Le temps aussi, c'est souvent ça le problème en cinéma. Oui. Fait que cette étape-là, puis ensuite, on va passer au tournage. Puis ensuite, il y a la post-production. Ensuite, il va y avoir l'étape de la distribution. Fait que là, c'est comme... Là, ça prend quelqu'un d'autre. Il y a combien d'intervenants là-dedans? En fait, je pourrais aussi, si on ferait tout à la mitaine, très artisanal, je pourrais faire tout de A à Z. Mais sinon... si on parle d'un cas standard qui n'est pas moi nécessairement, mais tu sais, le scénariste, il est que scénariste. Puis là, il y a un réalisateur qui va prendre le scénario, puis il est appuyé par un producteur qui va aller chercher le financement pour le faire. D'habitude, c'est pas les mêmes personnes qui font tous ces postes-là. Okay. Dans mon cas, moi, j'occupe tous les postes. Une fois qu'on a le financement, on met en branle, mais là, déjà, le producteur va aller chercher une autre équipe en dessous de lui pour organiser. Lui, il va plus s'occuper de les contrats, l'argent, puis les gens en dessous vont se mettre à, tu sais, qu'est-ce qui est logistique, les locations des lieux, booker les acteurs, tu sais, c'est un autre truc. Puis ensuite, on tape dans l'étape de la post-production, puis la post-production, là, c'est encore
un autre, c'est des mois et des mois dans une autre dynamique. Là, on va rentrer dans les studios pour le montage puis le travail sonore. Fait que là, c'est un peu comme ici dans le studio. Dans les chambres noires, pas de fenêtre, on rentre là-dedans. Ensuite, on aurait comme une copie zéro à la fin, on va dire. Puis la copie zéro, ensuite, est prête à partir chez le distributeur qui, lui... Ben, un bon distributeur va déjà commencer à faire un travail avant même la sortie du film là, pour préparer sa sortie. Il va avoir étudié la mise en marché, quel moment de l'année c'est mieux le sortir, son casting est-tu payant? Dans le sens payant, est-ce que les acteurs vont amener du public en salle? Puis là, ils bookent les salles? Selon les ententes qu'ils vont avoir, ils vont essayer de le distribuer le plus possible dans les créneaux indépendant aussi, c'est des grosses sorties. Mais là, c'est des grosses sorties commerciales. Puis, ça se fait comme à la pièce. En fait, toutes les salles indépendantes, tu peux placer ton film, mais sinon, c'est des lots, là, comme les gros distributeurs qui ont des grosses salles. Ben, eux, ils achètent comme des lots de films. Puis distribuent. Fait que c'est ça, En plus, tout ce que je dis, en fait, peut se faire d'une manière artisanale jusqu'à la faire la super dispendieuse avec plein d'intervenants. Et c'est ce que vous faites? Oui, là, oui, c'est pas semi-artisanal parce que je vais chercher de l'argent, mais oui, je fais toutes les fonctions. Puis c'est devenu un peu par nécessité parce qu'en 2019, je m'étais retrouvée plus de producteur. Puis c'est un autre métier, le producteur. C'est pas être réalisateur ou scénariste. La production, c'est de la comptabilité, c'est de la rédaction de contrats, c'est de la fiscalité. C'est vraiment un autre truc. Oui. Puis j'étais soit que j'abandonnais parce que ou je retournais cogner à des portes. Puis là, j'étais épuisée. J'avais 38 ans, j'étais tannée. Là, j'allais me revoir aller cogner à des portes pour vendre mes projets. Je me suis reposée parce que j'allais abandonner. Là. Je m'étais inscrite littéralement à l'ITHQ en pâtisserie. J'allais y venir plus tard. Puis là, j'ai fait... Puis tu sais, après 10 mois, j'ai fait comme... Ah non, je peux pas abandonner. J'avais l'impression que j'allais me trahir. Tu sais, j'allais vivre avec comme un rêve abandonné que j'ai pas. Puis je dis, regarde, je vais redonner un coup. J'avais 38 ans. Je me suis dit, regarde, donne un coup. Puis à 40, si vraiment tu vois que ça a pas bougé puis que tu te retrouves là, finalement... Il y a une expression anglaise qui dit « rejection is reorganization ». Se faire rejeter, c'est se réorganiser. Puis c'est exactement ça. Je me suis retournée. J'ai trouvé mon compagnon de production, mon coproducteur, qui est un ami, qui dit « Moi, je crois en toi, je vais embarquer dans tes projets. » Fait que j'ai trouvé quelqu'un pour m'aider. Parce que quand vient le temps de la production, j'ai besoin de quelqu'un qui est vraiment habilité avec les budgets, avec la fiscalité, avec la rédaction de contrats avec les syndicats. Puis lui, c'est mon allié. Puis sans lui, je serais pas capable d'y arriver. Mais tu sais, j'ai reparti ma propre boîte de prod. J'ai 2 entreprises Inc. Tu sais, je suis pas un entrepreneur, mais tu sais, j'ai 2 entreprises Inc. Je fais de la fiscalité, je fais de la comptabilité. Tu sais, c'est tout des... Ça n'a pas rapport, mais c'est comme un truc... Si je voulais que mon art persiste, si je voulais... Puis ça a été le meilleur move. C'est comme si je me suis retournée, puis là, tout s'est mis en branle. Toutes les subventions que je voulais sont arrivées, toutes les opportunités, tout. Puis là, depuis 5... Tu sais, quand ils disent ça prend 5 ans, là, se retourner, c'est vraiment ça. Là, là je suis là, je suis prête, j'ai tout placé. La 5e année qui commence. Mais j'ai tout failli abandonner, c'est ça qui est fucké. On va y revenir plus tard. On va aller voir pourquoi vous avez failli abandonner encore plus en détail. Si on prend... moi, je voudrais voir la ligne de temps. Tantôt, vous avez dit c'est long à faire, puis je l'entends bien, puis je le visualise bien. Mais admettons qu'on prend votre dernier court-métrage, qui est absolument sublime en passant, Sylvie en liberté. Il est sorti en 2024, mais il a été tourné en 2022. Donc, ça prend minimum 2 ans. Est-ce que ça, c'est un peu soudé ou ça dépend de... Mais c'est plus ça que ça encore. Tout? Il a été tourné en 2022, mais il a été commencé d'écrire en 2020. OK. Fait que c'est 4 ans. Fait que, un court-métrage? Oui, c'est à peu près ça quand même, parce qu'en fait, c'est les cycles de financement. Quand on dépose, on ne l'a pas automatiquement. Ça prend à peu près 2 à 3 dépôts. Tu peux être chanceux pour l'avoir du premier coup, mais en général, ils vont privilégier les gens qui attendent déjà depuis 2-3 dépôts. Fait qu'ils vont... Fait que là, tu vas déposer une fois, puis tu as un refus. Fait que ça reporte de quasiment 6 mois le prochain dépôt. Puis fait que tu sais, c'est... Disons qu'à l'écriture, scénarisation, financement, tu as 2 à 3 ans juste en l'étape de la scénarisation. Ensuite, on passe au tournage. Puis là, tu as du tournage à la copie zéro, tu as minimum 1 an. Parce que c'est juste le délai que ça prend faire le montage, le travail sonore, puis 1 an. Fait que tu sais, tout film, là, quand tout va bien, c'est 3 ans. Quand ça va bien. Sarah Bourdeau, à quel moment et dans quelles circonstances vous avez choisi le Bas-Saint-Laurent? Ça remonte à maintenant
plus de la moitié de ma vie maintenant dans le Bas-du-Fleuve. J'ai 42 ans, puis à 20 ans, je suis arrivée pour étudier l'horticulture à l'ITA de la Pocatière. Oui. C'était un petit moment d'interlude où j'avais étudié le cinéma au cégep. Puis, ça va être drôle. J'étais allée en Inde, et puis en revenant de l'Inde, j'ai fait comme beaucoup de gens qui viennent de l'Inde, je voulais vivre hors de la société, en autarcie, refaire le monde. Fait que là, l'agriculture, les agricultures et les jardins m'ont toujours intéressée. J'étais adolescente, je faisais des jardins chez mon père. J'en faisais déjà, là, de planter des vivaces. Ça m'a déjà intéressée. J'avais écouté beaucoup de... toute ma culture d'enfance, c'est la télévision. Puis j'avais écouté beaucoup de Martha Stewart. Oui, elle jouait beaucoup dans les années 90. Oui. Fait que ça m'avait influencé ces jardins. Fait que bref, j'allais mon retour à la terre. Puis là, j'étais arrivée ici dans la région, puis je me cherchais une maison à louer. Puis avec des amis, on arpentait les rangs. C'était l'époque, il n'y avait pas l'Internet. Hein? Fallait comme trouver... attends, je pense qu'il y a un monsieur qui connaît une maison. Puis finalement, j'ai trouvé une maison d'un monsieur qui s'appelait Gilles Doyon. Lui, je veux le nommer parce qu'il a vraiment fait des belles choses pour la région du Bas-Saint-Laurent. Il restaurait des maisons. Il faisait des flips de maisons, mais des flips de maisons ancestrales, rénovées, en respectant vraiment la tradition. Oui. Fait que, tu sais, il sauvait des maisons. En fait, quand il apprenait qu'une maison allait être démolie, il la déplaçait. Fait que là, lui, il avait ramassé une toute petite maison de colons qui louait à des ouvriers pendant qu'il venait. Puis là, j'ai pu louer cette petite maison-là minuscule qui est grande comme le Rivière-Ouelle. Oui, qui est dans le Kamouraska. Oui, elle est dans le Kamouraska. Sur la Rivière-Ouelle, la maison, elle a fait 17 par 16. Puis c'est une petite maison centenaire, là, en pièce sur pièce de colons. Okay. Puis je l'ai louée pendant 1 an. Puis après, le monsieur, il a voulu la vendre vite. Puis je l'ai achetée. Je l'ai achetée à 20 ans, 40 000 $ à l'époque. Wow, okay. Puis je suis encore là aujourd'hui. Puis si j'avais pas eu ça, je sais pas si je serais restée aussi longtemps dans la région. Parce qu'avoir une maison à 20 ans, j'avais pas rapport. Là. Mes amis font la fête. Puis toi, t'as une petite cabane. Là. Puis finalement, je l'ai gardée au fil des années. Puis dans les dernières... Mais j'ai pas fini, j'ai pas complété. Si on revient à l'horticulture... J'ai fait une première année d'horticulture, puis j'ai fait, non, il faut que je retourne en cinéma, c'est ça ma vocation. Puis j'ai fait mon portfolio ici dans la région, puis l'année d'après, je suis rentrée à l'Université Concordia. Okay. Mais je l'ai tourné ici, le portfolio, pour y aller, puis j'ai gardé la petite maison. C'est la même maison que je vis encore aujourd'hui dedans. Puis je vais sûrement mourir là. Elle est très petite, la maison, mais l'endroit est spectaculaire sur la Rivière-Ouelle, qui est une rivière d'exception. C'est une rivière à saumon. Reproduction de l'éperlan aussi, coucher de soleil, le National Geographic, je veux dire. C'est magnifique. Comme dans les cartes postales. Ouais. Et vous avez dit à la Fabrique culturelle, la nature, c'est ma spiritualité. Comment ça se ressent? Comment vous... Qu'est-ce que vous soutirez exactement de la nature environnante? Bien, je pense que c'est prouvé que notre passé de chasseur-cueilleur, qui est pas si loin de nous, en fait, ça fait comme juste 200-300 ans qu'on vit dans le bruit puis dans des maisons fermées, mais c'est prouvé que notre système nerveux, il se calme quand on entend le bruit dans le vent, dans les feuilles puis les oiseaux parce que c'est notre nature. Puis moi, je le sens directement vu que j'ai vécu beaucoup d'années en alternant encore. Là, je vis vraiment juste ici, mais les fois que j'alternais, je le voyais vraiment dans mon corps. Là, l'anxiété, le stress. Puis là, t'arrives puis tu t'en rends... Comme, dès que t'arrives dans le bas du fleuve, là, il y a comme une lourde chape de plomb qui s'enlève de ton corps. Tu le sens. Puis après 2 jours, tu reprends comme un autre genre d'énergie. Oui, quand on arrive à la Pocatière, juste de voir le fleuve. Hein? L'horizon. Oui. Ça, je pense que c'est ça... Le plus beau, je trouve, dans le bas du fleuve, l'horizon, il nourrit tellement. Tu te sens comme de voir très, très loin. Je trouve que ça allège l'esprit. Ça ouvre, hein? Total, vraiment. Ça ouvre notre vision puis notre capacité à imaginer. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites, il n'y a pas de mur, effectivement. On respire mieux. Oui. Et qu'est-ce que le fleuve vous procure? Le fleuve, c'est ça. On revient encore à l'immensité, la grandiose, quelque chose de plus fort que soi. Puis c'est sûr, où ce que je suis, sur la Rivière-Ouelle, elle prend les marées. Fait que c'est vraiment spectaculaire, les oiseaux qu'on voit. Puis même, il y a des oiseaux qui sont juste de passage. Moi, les oies blanches, ils restent là 1 mois et demi à peu près au printemps ou à l'automne. Fait qu'ils restent là. Puis tous les oiseaux migrateurs, ils passent par là aussi. Puis des fois, je dis, c'est quoi cet oiseau-là? Puis là, je regarde, c'est un oiseau de l'Arctique qui passe exceptionnellement là pour une semaine en train de manger. Puis il continue. Fait que, tu sais, le fleuve fait que j'assiste à des spectacles. Tu sais, ça n'a pas de... Oui, ça n'a pas de commune mesure. Ouais. Et depuis 3-4 ans, vous cultivez un jardin à l'anglaise. Oui, il est pseudo-anglais. Parlez-nous de ce jardin parce qu'il est très important pour vous. Vraiment. En fait, ça, c'est...
depuis 3-4 ans, j'ai commencé, en fait, tu sais, tous les rêves qu'on a dans notre jeunesse, hein, là, j'ai mis en branle. Depuis 4-5 ans, là, j'arrête d'attendre puis de dire plus tard. Fait que je mets les choses en branle. Puis j'ai toujours rêvé d'avoir un immense jardin. Fait que là, depuis 4 ans à peu près, j'ai planté quoi? 150 arbres, puis j'ai commencé à faire mes plates-bandes. Puis le jardin, tout comme le cinéma, c'est quelque chose qui prend des années. Fait que, tu sais, c'est pas... ça se fait une patience, hein? Ben c'est ça demande de la patience, mais c'est aussi quand ça arrive, c'est magnifique. Tu sais, comme les tulipes que tu as plantées à l'automne, qui sortent au printemps, c'est éblouissant. Oui. Puis moi, c'est le parfait équilibre entre tout le temps que je passe à écrire devant l'ordinateur, à être courbée, à être dans... Là, quand je suis plus capable, là, je sors, puis je m'en vais jardiner, je fais mes fleurs. Là, c'est comme une autre énergie totalement. Puis... si j'avais à ne plus faire du cinéma, c'est sûr, je m'en irais vraiment plus vers l'horticulture que vers peu importe quoi, parce que j'ai envie... Tu sais, c'est ça, en vieillissant, on comprend plus de quoi veut qu'on soit fait de notre quotidien. Tu sais, dans le sens, c'est pas tant les tâches ou la reconnaissance, c'est comment tu veux que ta journée se déroule. Mais moi, une belle journée, c'est une journée où j'ai joué dans la terre puis que j'ai été dehors. Puis... Est-ce que vous croyez qu'en vieillissant, on devient plus sensible, justement, à la nature? Peut-être qu'on l'entend plus, on la comprend plus, qu'elle communique avec nous jusqu'à 20 ans. Oui, bien, ça, c'est sûr, je suis plus réceptive, je vais plus la rechercher. Tu sais, c'est plus, on l'a compris, l'effet bénéfice que ça nous fait. Mais moi, en fait, depuis mon enfance, mes grands-parents avaient un chalet au lac Massawippi, puis j'ai grandi dans la forêt avec eux. Puis on m'a toujours... Ça vient aussi quand même de mes parents. Mes grands-parents m'ont toujours montré, regarde l'oiseau, regarde la belle lumière qui rentre dans la maison. Tu sais, tout le temps te montrer à observer la beauté de la nature, ça te reste. Puis j'ai fait beaucoup d'expéditions de canot, j'ai été beaucoup dans la nature, fait qu'en vieillissant, c'est sûr que ça reste imprégné, que ça existe en fait, que c'est comme la meilleure thérapie, puis elle est juste là à t'apporter. Puis j'imagine que vous pouvez plus vous imaginer aller vivre en ville. Ah, vraiment pas. Puis quand j'y vais, tu sais, j'ai encore un petit pied à terre parce que j'ai un appart qui coûte presque rien à Montréal, mais le jour où je le perds, j'ai pas les moyens de le garder. Là, tu sais, c'est un petit appart que j'ai depuis 15 ans, puis j'en ai besoin du pied à terre parce que c'est tellement cher quand on va à Montréal. Mais quand j'y vais, là, après 5 jours, je veux plus être là. Je veux m'en aller. J'ai fait le tour. Les murs aussi, tu sais, les appartements montréalais, t'as pas de fenêtre de ses côtés versus ma maison à Rivière-Ouelle. Je vois en 360 l'horizon. Puis j'ai fait le tour aussi, tu sais, j'ai quand même vécu 15 ans à Montréal, puis j'ai pu... je trouve la vie dans le bas du fleuve est tellement rendue riche. Tu sais, quand je suis arrivée il y a 20 ans, tu pouvais avoir le FOMO, là, la Fear of Missing Out. Là, puis dire, mon Dieu, il y a tellement d'affaires à Montréal, je manque tout en restant ici parce qu'il y a 25 ans, c'est pas vrai que c'était développé culturellement. Puis même les gens qui habitaient ici, c'était plus agricole, c'était pas des spectacles de musique, il y en avait pas. Là, moi, j'ai... ce que je veux... On n'a plus rien, hein? Pas pendant tout ce à quoi j'assiste depuis 5-10 ans. C'est comme, wow! Les artistes qui arrivent ici, des gens aussi, des fois, des universitaires qui viennent refaire un autre métier ici. Mais tu sais, ça l'amène du savoir, de la culture, une autre énergie. Fait que moi, je trouve que depuis les dernières années, les régions, ils ont tellement rien à envier à Montréal. C'est vivant. On a des festivals d'art, on a de l'art actuel. Tu sais, c'est plus juste des peintures de paysages. Là. Nous, Kamouraska, Bas-du-Fleuve, on a vraiment de l'art actuel puis de l'art super moderne. Fait que tu sais, c'est plus... puis il y a de plus en plus les artistes sont issus de la région. Avant, c'était les artistes de Montréal qui venaient donner des spectacles en région. Là, on se suffit à nous-mêmes. C'est hyper intéressant. Et on doit dire qu'à Rivière-Ouelle, il y a 995 habitants. Et vous faites votre cinéma là, c'est-à-dire vous filmez, vous tournez, tout est fait là, on l'a dit un peu plus tôt. Est-ce que vous avez le sentiment que les Rivelois et les Riveloises sentent qu'ils sont des sujets potentiels de vos prochaines réalisations? Je sais pas. Ben, tu sais, je pense que mes sujets sont assez universels, puis je ratisse assez large, fait que ça incarne un petit peu tout le monde. Je pense pas qu'ils se sentent observés. Moi, j'ai senti beaucoup de fierté, en tout cas, après la réception du prix du Calque, ou même juste le tournage du film. Les gens étaient tellement fiers de voir que j'y voyais de l'intérêt puis de la beauté, puis que c'était même pas un effort pour moi, puis que je voyais comme juste la magie à être là, tu sais. Fait que ça, puis... Non, je pense pas que... tu sais, dans le prochain film que je veux faire, je veux dire, je copie personne, là, dans le sens je me suis pas inspirée d'une voisine qui le sait pas ou du truc, mais c'est sûr, je m'inspire de l'air du temps ou des choses comme dans le prochain film, il va y avoir un cycliste qui revient de Gaspésie. Mais ça, c'est typique d'ici, tu sais, les gens qui se promènent à 132 en vélo. Fait que c'est plus des affaires de même que je mets plutôt que de copier littéralement des comportements. Là.
Votre plus récent film est titré Sylvie en liberté. J'en ai parlé un petit peu au début. Et d'ailleurs, il est facile à regarder en ligne. Qu'est-ce que la liberté pour vous? Ma liberté pour moi, en fait, c'est sûr que c'est la vie que j'ai réussi à créer en ce moment. C'est-à-dire, la vraie liberté, c'est d'être libre de contraintes qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Je pense que je suis arrivée au plus près de la vraie version de moi. Puis d'avoir créé cette petite vie de... Tu sais, en fait, c'est le temps, je pense. C'est d'avoir le temps. C'est pas ça la plus grande liberté qui soit. C'est d'avoir le temps. Puis, ça, c'est la liberté pour moi. Mais tu sais, la liberté... Pour le personnage, en fait, l'inspiration à la base de Sylvie en liberté. Oui, parlez-nous de l'histoire. Ce que je voulais surtout exprimer avec ce film-là, c'était cette sensation que j'avais ressentie quand j'étais revenue dans le bas du fleuve après le premier déconfinement. Parce que j'étais restée prise à Montréal les premiers mois. Puis, tu sais, on pouvait pas changer de région. Oui. Puis, tu sais, je m'étais dit, bon, ben, je vais rester ici en attendant. Puis là, la première fois que je suis sortie, c'était le printemps. Tu sais, qu'on a pu ressortir, qu'ils ont ouvert les frontières, là, à l'époque. Oui, le premier était vraiment rigoureux. Tu sais, il y avait des barrages pour nous empêcher. Oui. Fait que là, j'avais pas pu revenir dans ma maison. Puis j'avais vraiment hâte. Là, j'en pouvais plus. Puis là, au printemps, quand je suis arrivée la première fois, là, c'est là que ça m'a frappé, là, l'effet de justement l'horizon dans le bas du fleuve. Le vert aussi. Ici, je trouve que l'air de la nature au printemps, c'est un vert émeraude. C'est vraiment luxuriant. Là. C'est un vert à Montréal, le vert, il n'est pas aussi grand. Puis là, je me promenais, puis j'étais aïe, wow. Puis, fait que c'était ma propre... Le personnage dans le film, c'est une femme qui sort de prison, mais à la base, tout le film est orienté sur cette sensation de liberté que n'importe qui pourrait se l'approprier, cette sensation-là, même quand on sort pas de prison, juste dans ce qu'elle accomplit ou ce qu'elle va rechercher, là, faire le vélo, aller se baigner nue dans une rivière, tu sais, tous des trucs proches de sensoriel, en fait. Tu sais, un sensoriel gratuit. Gratuit dans le sens que c'est la nature, c'est le vent, c'est l'horizon, c'est ça sa liberté, c'est ça qu'elle reprend, mais c'est ça, quand on était confinés ou quand on est sorti de prison, c'est ça qui nous a manqué, l'horizon, l'oxygène, les variations de paysages, c'est ça. Puis, il faut dire qu'elle est allée en prison, elle y est restée pendant 5 ans. Parce que... elle a vengé sa mère qui avait été victime de violences conjugales. Puis c'est un personnage, c'est un personnage qu'on pourrait contester ses méthodes, mais c'est foncièrement quelqu'un d'épris de justice. Oui. Puis ça, je m'y reconnais aussi beaucoup là-dedans. J'ai quelque chose que, quand je vois une injustice, là, j'ai même pas le temps de réfléchir. Là, j'explose. Puis je suis prête à interagir puis à défendre la personne qui est victime d'injustice. Peu importe, comme je suis pas capable de tolérer ça. Puis c'est ça que j'ai vu dans ce personnage-là. C'est quelqu'un qui a des moyens, des émotions trop grandes, qui serait jugée trop grande, mais qu'en fait, elle a quand même un sens de justice. Puis elle cherche à donner la liberté à tout le monde. T'sais. Oui. Donc, faut dire que ce court-métrage-là dure 27 minutes. 24, oui. 24? Ouais. C'est long pour un court-métrage. Ah oui? Oui, parce qu'idéalement, les distributeurs préfèrent 20 minutes et moins. Parce que c'est plus facile à programmer en festival quand tu veux mettre plusieurs films. Tu sais, 24, c'est un peu long. Moi, je l'ai vu, je suis tombée vraiment sous le charme. C'est toutes les émotions qu'il y a là-dedans. Et c'est vrai que même si on sort pas de prison, on sent la liberté, on la vit même. C'était ça que je voulais. Je voulais que c'est un film sensoriel. C'est ça que je voulais recréer. Puis c'est ça qui est beau avec le cinéma, c'est que tu peux... Tu sais, en littérature, je l'écrirais, puis je trouve que la littérature, on a plus de latitude, tandis qu'en cinéma, tout doit être visuel, tout doit être sensoriel. Tu sais, faut l'incarner que par les gestes et le mouvement du corps du personnage, un regard. Si elle reprend sa respiration, on va le sentir autant qu'elle cherche de l'air. Tu sais, c'est vraiment puissant. Fait que c'était ça. C'est comme ça. Ben, en tout cas, on le ressent très, très bien. Moi, j'encourage tout le monde à aller regarder. C'est un film d'acteur aussi, là, je peux dire. C'est vraiment une performance. Tu sais, elle incarne vraiment, puis c'est ça qu'on porte. Tout son cycle émotif qui s'enchaîne. C'est ça. Oui. Et tous les personnages, la mère aussi. On la voit pas très longtemps à l'écran, mais elle on comprend ce qu'elle a. Oui. Elle est d'une présence extraordinaire. Une grande actrice, Lise Castonguay, c'est une grande actrice de Québec, en fait, qui a travaillé beaucoup au théâtre avec Wajdi Mouawad. Je dis peut-être bien. Mais c'est... ça, j'ai essayé de faire ça. J'ai beaucoup d'acteurs de Québec dans... là, je m'égare de ce qu'on dit, mais j'essaye dans mes films, vu que là, c'était le premier officiel entièrement produit ici, puis c'est ça que je veux aussi, d'aller chercher le plus de techniciens professionnels qu'on a dans la région, d'aller les chercher, aller chercher les acteurs les plus proches pour pas aller juste piger à Montréal pour faire de quoi. Je sais qu'il y en a du talent ici, puis plus qu'on va
mettre en branle ça, plus les gens vont rester dans les régions, plus ils vont être attirés. Puis aussi, travailler interrégional, là, ça, on aborde un autre sujet. Oui, on va y aller tantôt avec la table de la table de concertation, mais tout à fait. d'être mieux connecté entre professionnels, culturels, de l'industrie, pour pas aller tout le temps piger à Montréal, parce qu'ils ont là, mais on le sait peut-être pas que j'ai un super bon technicien syndiqué, actif à côté, mais si je le sais pas, que je peux l'engager. Fait que ça, c'est un travail à faire. Et la directrice du soutien aux artistes, aux communautés et à l'action régionale du Calque a dit, en plus de relever le défi de concevoir, tourner et produire un film sans quitter le Kamouraska, elle, en parlant de vous, conquis le jury grâce à la sensibilité et à l'originalité de son œuvre. On notait les membres du jury, cinéaste dynamique, on le voit, passionné, on l'entend, et dont la démarche est empreinte d'une grande authenticité. Vous nous l'avez d'ailleurs mentionné. Elle se distingue par sa direction d'acteur remarquable. Qu'est-ce qui vous démarque de la façon dont vous dirigez les acteurs? Je pense pas que j'étais si bonne que ça en sortant de l'université avec les acteurs. Mais toutefois, j'ai une bonne lecture, puis ça, c'est depuis l'enfance. Je peux décoder les gens d'un regard, genre leur façon qu'ils respirent, la manière que si quelqu'un me regarde puis on parle, je vais pouvoir voir comme ses yeux ils partent à gauche. Tu sais, je vais tout décoder, toute la physionomie, quand la personne elle respire, quand elle regarde, quand elle détourne. Fait que tu sais, ça, c'est de quoi que j'ai d'acquis dans mon corps puis que je me faisais pas confiance en travaillant à la direction d'acteur, puis que j'ai commencé à développer, puis je disais, voyons, Sarah, t'es capable de savoir quand quelqu'un ment, t'es capable de savoir quand quelqu'un est mal à l'aise, t'es ça. Fait que là, il y a tout ça. Puis j'ai été faire, c'est d'ailleurs là que j'ai rencontré l'actrice du film, Anne Lapierre, qui est une de mes grandes amies depuis ça. J'étais allée faire des ateliers d'acteurs de Jean-Pierre Bergeron pour me mettre dans la position des acteurs, parce que je l'avais jamais été de l'autre côté. Puis ça m'a allumé une coupe d'affaires sur comment dire les choses à un acteur pour qu'il l'exécute. Comment on se sent quand on reçoit des infos, hein? Puis là, puis j'ai beaucoup commencé à orienter, parce que c'est un art visuel, le cinéma. Donc, un simple regard peut être porteur, une respiration. Tu sais, t'as la caméra braquée, là. On capte tout, hein? Fait que là, j'ai compris plus qu'un vrai bon jeu d'acteur, ça se joue avec les yeux. Fait que tout se passe dans les yeux. C'est comme ça que j'ai commencé à diriger mes acteurs, moins dans l'intensité. Dans les paroles? Ouais, c'est ça, moins là-dedans. Puis aussi, ça va avec les dialogues. J'ai plus compris, un bon dialogue, c'est quelque chose qui dit le contraire de ce que la personne pense vraiment. C'est-à-dire qu'un dialogue n'est jamais collé. Comme dans Sylvie, justement. Je sais pas si je vais vous donner un exemple qui est venu, qui est plus facile, mais on va dire qu'il y a un couple qui ça va pas bien entre eux, puis tu le sais, on l'a établi, puis que le personnage dit qu'il l'aime, mais qu'on le sait qu'il l'aime pas. Mais tu vois, c'est de dire, les dialogues, faut jamais qu'ils disent la même chose que ce que le personnage veut vraiment dire. Parce que dans la vie, c'est ça qui est... On dit jamais tout à fait, on décode, puis c'est ça qui est beau dans les dialogues, c'est pour que le spectateur aussi ait du plaisir, parce que c'est ça qui est intéressant. Si j'y donne les mêmes émotions que le même discours, il n'y a rien à décoder, tandis que, si on peut capter toutes les dynamiques dans les non-dits, c'est beaucoup le non-dit, le cinéma. Le non-dit, le regard, la respiration, la position des corps, c'est ça qui parle. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marthe Saint-Laurent. Je suis en compagnie de la cinéaste Sarah Bourdeau, récipiendaire du prix Artiste de l'année décerné par le Calque en 2024. Alors, on peut lire sur votre Facebook, Sarah, que justement, Sylvie en liberté sera présentée en ce début 2025 en France, aux États-Unis. À 2 endroits d'ailleurs. Comment un court-métrage voyage-t-il? D'abord, il y a vraiment un super travail de distribution qui est fait. Pour ma part, c'est les distributeurs de Spira, sont à Québec. Distribuer le court-métrage, c'est principalement en festival, parce que c'est pas il n'y a pas de temps de vente télé, fait que c'est vraiment un circuit de festival. Aussi, c'est un peu hasardeux, la distribution de festival, parce que des fois, il s'agit juste que tu aies eu un festival à la bonne place, puis ça déboule. Puis des fois, tu peux... Puis tu sais, le film, ça a pris peut-être 1 an avant qu'il décolle. Puis comme il peut être snobé puis pas vu, puis les programmateurs sont assez frileux finalement. T'sais, ils vont un peu prendre ce qui a pogné ailleurs. Fait que quand le film il décolle puis il fait 2-3 festivals après, ça fait boule de neige puis ça continue. Puis qui décide à quel festival ça va? On l'envoie comme là partout.
quand ils m'envoient un fichier Excel de leur plan, puis là, tu sais, on se dit, selon les thématiques, quel festival est plus approprié à ça. Mais je pense qu'il y a à peu près 200 envois de festivals, là, puis au total... en fin de parcours, le film va peut-être en avoir fait 30 festivals sur 200. Puis ça, c'est un film qui fait 25 festivals, c'est quand même très bon. Puis vous suivez-vous vos films? Un petit peu, parce que c'est sûr, quand ils nous invitent les festivals, c'est parce que c'est souvent notre charge. Fait que, tu sais, il faut qu'ils nous accueillent, si au moins qu'ils nous payent l'hébergement, puis qu'on y va. Et là, je l'ai accompagné en France. Il était en France en septembre. J'y suis allée à Trouville, un festival de court-métrage. Mais sinon, oui, je l'accompagne. Là, en ce moment, c'est aux États-Unis puis en France, mais au mois de février, c'est vraiment québécois. Il va être présenté à Vue dans la tête le 14 février à la soirée de court-métrage. Il va être là. Festival Vue dans la tête, ça doit être... c'est à Rivière-du-Loup, mais je sais pas la salle exacte. Ensuite, il va y avoir les rendez-vous du cinéma québécois. Puis, fait que février, c'est plus une tournée québécoise. Mais tu vois, là, ça va déjà faire 1 an en mars que le film se promène. Fait que c'est promené vraiment... C'est la durée encore un bon 6 mois, mais c'est ça, à peu près 1 an et demi, 2 ans. Puis après, ça va passer aux ventes télé. Il est vendu à TV5, fait qu'il va être distribué. Oui, mais c'est ça se fait tout en amont. Mais ça se fait en amont. C'est ça, des mois et des mois d'avance. C'est déjà fait, c'est conclu. Fait que, il y a tout ça. Mais c'est ça, c'est tout un travail. Puis tu sais, il n'y a aucun argent à faire. Là, tu fais 0 argent. En fait, au Québec, il n'y a aucun film qui est vraiment rentable. Là. On rentre... Tu sais, c'est pas un art rentable. Là. Pourquoi c'est comme ça? En fait, c'est que ça coûte trop cher faire un film pour les entrées. Tu sais, je veux dire, on rentabilise jamais l'argent. Tu sais, au Québec, je pense que le dernier gros box-office, je pense que c'était Louis Cyr. Là. Je suis pas trop à jour dans mes chiffres, mais tu sais... Ça, c'est des gros films. Tu sais, au Québec, nos plus gros films sont peut-être à 6 millions, mais on fait jamais 6 millions d'entrées au box-office pour récompenser. Puis tous les autres petits films qu'on fait à 1,5 million, 2 millions, ils restent 10 jours en salle de cinéma. Puis après, il y a une vente télé, puis c'est tout. Mais c'est un art qui coûte cher. Puis ici, c'est subventionné. Il y a très peu de films. Même aux États-Unis, il y a très peu de films. Faut que ce soit subventionné, sinon ce serait pas possible. Ça serait pas possible, c'est sûr. Et vous avez scénarisé et produit 6 courts-métrages, dont L'odeur après la pluie, mettant en vedette Louise Portal. D'ailleurs, Louise Portal a joué dans 2 de vos courts-métrages. L'œuvre a fait l'objet de plusieurs reconnaissances, dont un prix au Festival Fantasia. Il y avait 2016. Et puis, un prix de l'Offcourt de Trouville, que vous disiez. Et votre film, Roselyne, comme dans les films que j'ai vus également avec Louise Portal, qui est aussi à voir, a été projeté dans une trentaine de festivals à travers le monde et aux États-Unis. Vous avez fait aussi du bon usage de l'amitié en 2013, Palm Reading aussi en 2013 et L'heure bleue en 2010. Lequel des courts-métrages que vous êtes le plus fier? L'heure bleue, que vous voulez dire, celui je l'aime beaucoup parce que c'est un plan séquence. C'est une seule séquence, là, qu'il n'y a pas de coupure. Le film dure 10 minutes, puis il n'y a pas de coupure. Puis c'est juste un jeu d'acteur aussi. C'était ma première collaboration avec Anne Lapierre, en fait, qui est la même actrice que dans Sylvie en liberté. Fait que c'est notre premier travail ensemble. Mais tu sais, je suis fière de chacun parce que c'est tout le temps des apprentissages, puis j'essaie tout le temps de pousser plus loin la fois d'après. Fait que, tu sais, chaque film, tu sais, L'odeur après la pluie, j'étais fière parce que c'était mon première fois que j'avais une vraie reconnaissance. Tu sais, qu'il faisait beaucoup de festivals, puis que les gens, ils le reconnaissaient, puis ça m'était pas arrivé avant. Fait que ça m'a vraiment fait, OK, tu sais, c'est une tape dans le dos parce que c'est tellement d'énergie, tu sais, 3-4 ans, puis t'as rien. C'est comme des. C'est ça. Tu sais, puis aussi, c'est ça, tu sais, il y a la joie du cinéma, mais. Tu sais, il y a beaucoup de pleurs, puis de tristesse, puis de dépression, puis tu sais, c'est un art, il faut tout le temps se relever, tu sais, puis le cinéma, t'es jamais récompensé au niveau de ton effort, tu sais, il y a une espèce de petite ingratitude et d'injustice. Qu'est-ce que ça change un prix comme celui d'artiste de l'année remis par le Calque? C'est quoi? C'est de la reconnaissance, une tape dans le dos, c'est de la notoriété? Tu sais, ça, c'était ma récompense de, tu sais, je vous l'ai dit, peut-être en micro fermé qu'on se l'ait dit, que j'avais failli tout lâcher en 2019. C'était en début. Oui, en début d'émission. Ça, c'était la récompense de, tu vois, tu t'es ramassé, t'as pas abandonné, puis regarde. Puis c'était aussi que ça soit une reconnaissance régionale. Ça me faisait vraiment plaisir d'être reconnue comme une artiste en part entière dans ma région. Ça, sérieux, je trouvais ça beau. J'étais assez patriotique, pas d'un nationaliste identitaire ethnique, là, mais tu sais, j'ai une fierté de me dire, wow, tu sais, choisir comme artiste, parce que
sais, où est-ce que j'étais professionnellement à Montréal, tu sais, en général, les gens viennent pas en région éloignée. Tu sais, je serais restée à Montréal puis j'aurais poursuivi une carrière montréalaise. Fait que d'avoir fait ce move-là, d'avoir travaillé si fort, tu sais, à repartir une boîte de prod, tu sais, comme je vous disais, à la base, je suis pas une comptable entrepreneur, machin, puis je me mets à faire tout ça. Fait que, tu sais, c'était la récompense de tous les efforts, tout ce qui est pas poétique, tout ce qui est pas beau, tout ce que genre tu grognes à le faire, tu sais, puis là tu reçois ce beau prix là, tu sais. Oui. Puis le prix aussi juste en termes de précarité financière, ça m'a aidé. Puis veux pas là de mettre ce saut là, l'artiste du Bas-Saint-Laurent-Calque là, moi j'ai déposé un long métrage cet automne. Fait que là d'ajouter ça à mon CV puis de montrer, regardez, ça m'ouvrait des portes, tu sais. Oui. Fait que tout ça devient plus facile. Vraiment, c'est une belle... C'est comme une récompense, puis j'ai pas abandonné, puis je me suis relevée, tu sais, fait que c'était une belle récompense. Hein. Vous avez des belles citations dans vos courts-métrages, je trouve. J'ai pas eu le temps d'aborder, mais dans Sylvie en liberté, à un moment donné, dans votre court-métrage Roselyne, comme dans les films, Louise Portal dit « Des fois, nos rôles collent à la vie ». Comment vous pouvez expliquer la profondeur de cette affirmation? Ça venait vraiment de Louise. Parce qu'en fait, Roselyne, comme dans les films, c'est une adaptation d'une nouvelle. C'est Louise qui m'avait approché pour adapter sa nouvelle littéraire, qui était un peu inspirée de sa vie, vu qu'elle n'avait pas eu d'enfant. Oui. Puis elle disait, c'est elle qui m'a littéralement dit, en me racontant des anecdotes, comment des fois dans sa vie, elle s'était retrouvée à jouer des rôles qui, pour aucune raison, collaient totalement à ce qu'elle était en train de vivre dans sa vie personnelle. Okay. Fait que, tu sais, j'ai pas d'exemple précis, là, mais tu sais, je sais pas, justement, la maternité, où on se dit... Puis c'est ça que les actrices disaient, on va dire, tu viens de te séparer de ton conjoint. Puis là, faut que tu joues ça. Okay, tu sais, ça venait vraiment de elle, qui m'a raconté quelques fois dans sa vie, elle s'était retrouvée à jouer de quoi qui était tellement proche de ce qu'elle vivait, puis que ça nourrissait son personnage. Sarah Bourdeau, vous avez parlé en début d'émission justement que vous aviez eu envie de tout abandonner vous étiez même inscrite à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec pour apprendre la pâtisserie. Puis là, vous avez dit, mais le fleuve m'a prise dans ses bras et j'ai fondé ma boîte de production. Quand on est fatigué, on se repose, mais on n'abandonne pas. De quelle manière on passe d'avoir envie de tout abandonner, de tout lâcher à... Je me pars une entreprise, c'est quand même deux extrêmes. C'est pas juste, je suis à bout, mais je vais continuer, je pars mon entreprise. Et, c'est tout. Ben, il y a 10 mois. Il y a 10 mois qui se sont écoulés entre j'abandonne tout, puis les premiers mois, ça. Mais c'est vraiment se reposer, là, puis le cinéma, c'est deux choses... parce qu'en fait, c'est la persévérance dans le cinéma. C'est vraiment juste ça. C'est tout le temps de continuer puis de pas abandonner. Puis c'est comme ça. Ce qu'un jeune me demandait, c'est comme, même quand tu vas avoir 10 refus puis que ça marchera pas, il faut que tu continues pareil. C'est comme ça que ça fonctionne. On s'accroche à quoi? C'est ça. En fait, moi, c'était vraiment un truc par rapport à moi-même. J'allais me trahir. Tu sais, c'est mon rêve de petite fille. Après, je me dis, je vais-tu vivre avec une traite? Moi, la traite. Jusqu'à la fin de mes jours, tu sais. Puis me dire, être restée avec ça, puis à traîner ça toute ma vie, je suis pas allée jusqu'au bout. Si j'étais allée jusqu'au bout, puis, on dirait. Puis là, après m'être reposée plusieurs mois. Là. C'est pas une affaire de je me suis reposée une fin de semaine. C'est tu laisses tout décanter, le chagrin de voir que les choses fonctionnent pas. La déception. Se reconstruire, se redéfinir, reconstruire sa confiance en soi. Puis là, tranquillement, au fil des semaines et des mois, là, il arrive une idée germait. Mais tu sais, on m'aurait dit, tu vas par ta boîte à la place de laisser faire.
quand j'étais faite, j'aurais dit non, jamais je vais faire ça. Puis là, c'était plus à force que le temps passait. Non. C'est ça, non, je suis pas une traître. Je me suis ramassée. Mais tu sais, Puis c'est ça, là, je me suis ramassée en me disant, je suis rendue à faire des longs métrages, mais il faut que je recommence à zéro. J'ai Sylvie en liberté. Je l'ai écrit pour solidifier ma boîte de prod, pour crédibiliser ma boîte de prod financièrement. Fait que je suis comme, j'ai reculé, puis c'est-à-dire, non, j'abandonnerai pas, je vais te donner une dernière chance, mais en sachant que cette nouvelle chance, elle allait prendre 3 ans à avoir le jour. Tu sais, c'est comme une affaire. Puis quelqu'un avait déjà dit, faire du cinéma, c'est comme le syndrome de Stockholm. Là, tu reviens tout le temps à ton bourreau. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Mais là, tu vois, j'ai justement changé ma mentalité par rapport à ça, parce que les coups durs en cinéma, ça fait partie de la danse. Je sais pas où est-ce que j'ai vu ça, mais de se dire, ça fait partie de la danse. Au lieu de se dire, ben là, il me tombe encore de quoi, puis c'est pas juste. Non, ça fait partie. Les refus, les échecs, ça fait partie du truc. Fait que là, au moins, tu y accordes moins de valeur, au moins que tout repose là-dessus. Puis là, tu reprends une drive. Est-ce que ça prend une personnalité X pour... Parce que quand on a des claques à répétition, je veux dire, on a beau se dire, OK, on continue, mais à un moment pour donné... persévérer, oui. Parce que je pense, dans n'importe quoi... Je sais pas, une phrase que j'avais vue, c'est... Tu sais, un gagnant, c'est un perdant qui s'est relevé. Oui. Tu sais, mais c'est ça, tu sais. Fait que je pense qu'il y a des... Tu sais, il y a des gens avec qui j'étais allée à l'école, c'est l'impression que j'ai pas l'impression qu'ils ont eu des embûches, ils sont rentrés dans le système, puis c'est comme ils ont trouvé des producteurs, puis là l'argent est venu, puis là ils se sont mis, puis ils avancent. Moi c'est pas ça, j'ai tout le temps rencontré de l'adversité, mais tu vois maintenant aujourd'hui, puis ça on peut juste le dire quand ça va mieux, mais c'est totalement ma force. Là. Moi maintenant je sais que je suis inébranlable, je me tombe, je me relève parce que là la grande noirceur, je l'ai traversée, puis là je peux plus retourner aussi bas puis déprimée que je l'ai été, je peux juste comme avancer, puis je suis plus mature, tu sais, quand t'es fatigué, tu te reposes, puis un échec, ça fait partie de la danse en cinéma. Puis je vois des gens en ce moment, des gens qui ont fait des longs métrages, qui ont eu des succès, des prix. Puis là, ils le disent sur Facebook, j'ai pas eu ma subvention, je sais pas quoi faire, j'abandonne du tout. Puis je le vois que finalement, on revit tout ça. Toutes les cinéastes, ils ont le même discours que moi à différents moments. Des fois, ça va bien pour 3-4 ans, puis après, ça va pas bien. C'est ça, là. Et quand je regarde, en fait, le thème principal de vos 6 courts-métrages, on s'aperçoit que le thème principal, c'est la femme. C'est pas choisi, c'est comme involontaire. Peut-être que je suis pas capable de parler des hommes, je sais pas. Aussi, c'est que je vais beaucoup identifier... faut que je connaisse un petit peu l'émotion que je vais apposer au personnage. Peut-être que je suis portée à mettre des personnages de femmes, vu que je suis plus certaine de la justesse de l'émotion. Versus, puis des fois, je me dis, si j'avais écrit un roman, je mettrais un personnage d'homme, mais j'aurais l'impression d'être travestir un peu ou de pas parler de ce que je connais. Fait que peut-être c'est pour ça. Donc, c'est pas au nom des femmes ou pour défendre les femmes ou ça n'a pas cette mission-là. C'est pas dans la mission défendre les femmes, c'est juste de dire le sujet y est intéressant. Effectivement, moi, je suis d'accord avec vous. Absolument. Puis, sincèrement, il y a des hommes exceptionnels, aucun doute, mais maudit que les femmes sont exceptionnelles puis manquent de confiance, de penser qu'ils ont... Vivement les femmes. Oui, voilà. Vivement les femmes. Et il y a une citation, moi, qui m'a vraiment rentrée dedans, dans votre film Sylvie en liberté. C'est sa mère qui lui dit sauve ta peau, Sylvie, puis si tu veux le faire chier, va réussir ta vie, puis retourne pas en dedans. Est-ce que on peut comparer cette réplique-là à le succès, la meilleure vengeance ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'il y a ce côté-là de dire que la réussite est comme un accomplissement? Mais en fait, je pense que tout le monde... c'est même pas la réussite, c'est de se choisir soi puis de faire des choix pour soi. Puis, tu sais, les gens qui choisissent, ça dérange, tu sais. Les gens qui font les choses qui s'accomplissent. Puis dans le cas d'un personnage comme Sylvie qui fait tout le temps des mauvais coups, qui se retrouve dans la merde, qui n'a pas nécessairement beaucoup d'éducation, qui a des problèmes, mais tu sais, de dire va réussir. Il n'y a rien que tu vas pouvoir... Puis là, on retombe dans la liberté. Oui, exactement. Fait que, tu sais, de dire va réussir ta vie, c'est ça qui va le faire chier parce que l'homme toxique a sûrement projeté toute sa vie sur elle, t'es une bonne à rien, tu seras jamais capable. Fait que, tu sais, de dire pas le plaisir d'échouer encore, tu sais. C'est pas, fait que sa mère, il dit ça, mais c'est vraiment pour elle. C'est même pas une vraie vengeance pour le gars, c'est pour toi-même, vas-y, tu sais, c'est ça qu'elle dit. Ouais, c'est magnifique, c'est magnifique. Et puis, vous avez dit, pour revenir avec l'idée
aider des femmes. On veut pas se faire donner des subventions de pitié parce qu'on est une femme ou parce qu'on est en région. Parlez-nous de l'équité en cinéma. Là, je commence à avoir l'équité, mais moi, quand j'ai commencé mes premières subventions, j'ai été financée la première fois en 2009, puis il n'y avait pas encore de programme d'équité. Fait que pour se démarquer, il fallait juste vraiment se démarquer. Puis c'est aussi qu'après, moi, j'appréhendais l'étiquette de « Ah, tu l'as eu parce que t'es une femme ». Alors que le principe d'attribution de la parité c'est à projet égal. C'est-à-dire que une fois qu'on a tout placé puis qu'on se retrouve 2 projets de même qualité puis on ne sait pas lequel choisir, on va favoriser celui de la femme pour pousser, pour donner une impulsion pour la roue, comme dans un moulin, il faut pousser la roue pour que l'eau en... Fait que c'était ça le principe de l'équité. Puis c'est comme ça que c'est attribué. Fait que dans la distribution des subventions. Fait que je le sais que les projets sont pas donnés parce que tu es une femme. Ils sont donnés parce qu'à qualité égale, ton projet est favorisé. Puis maintenant, sincèrement, avoir la qualité, puis j'en fais des fois des jurys, là on n'est plus là-dedans pantoute. Là, on a passé ça pour les femmes. Les femmes font on l'a vu là au gala, c'est Vampire Humaniste, c'est une femme, des scénaristes femmes. Les femmes, là, ils n'ont plus rien à demander à personne, sont là. Là, on est rendu peut-être plus pour ce qui est des régions, que là, on va faire la même chose qu'on a fait pour les femmes. Il faut aider les régions à se professionnaliser et à aller chercher le financement aussi. Et d'ailleurs, en 1 minute et même un peu moins, vous vous êtes engagé à la table de concertation interrégionale en cinéma. Et puis, vous êtes également sur le collectif des réalisatrices équitables. En quelques minutes, qu'est-ce que ça... la table de concertation interrégionale en cinéma, c'est en fait tous les gens qui font du cinéma. Ça peut être des centres d'artistes, des producteurs, des cinéastes qui sont à 80 km de Montréal. Fait que c'est pour créer une espèce de force de lobby pour se faire entendre, parce qu'il y en a qui pensent qu'il n'y a rien qui se passe à 80 km de Montréal. Fait que c'est ça qu'on met en branle. On va parler fort puis dire que les régions y en font du cinéma. Sarah, vous situez votre type de cinéma entre le drame et l'humour. Et vous travaillez actuellement à votre premier long-métrage, un film de sorcière, dites-vous? Il y a de cet aspect-là. À la base, en fait, le film il est vraiment réentré dans l'esprit d'un genre du film d'horreur qui s'appelle le folk horror, qui est comme un... Il n'y a pas de monstre, il n'y a pas de gore, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de boue, je te fais peur. C'est plutôt une espèce de menace sous-jacente qui rôde, une ambiance. Fait que je me suis inspirée pour ce film-là du patrimoine bâti de la région. C'est une historienne qui va venir faire un répertoire du patrimoine bâti. Puis au fil de ses recherches, elle va éveiller l'esprit d'une secte de femmes qui cherchent à reproduire une divinité. Puis c'est un film qui a quand même un gros discours sur la maternité, parce que le personnage, qui est une femme éduquée, refuse d'avoir des enfants. Son chum très progressiste insiste aussi un peu. Fait qu'il y a tout cet aspect-là. Je me suis beaucoup inspirée d'un essai de Mona Chollet, Sorcière, le pouvoir invaincu des femmes, où ce que j'ai appris l'histoire en fait de la sorcière qui s'est consolidée au Moyen-Âge avec l'arrivée de la science, qui était des hommes, ont principalement commencé à disqualifier les sages-femmes, des femmes qui possédaient la connaissance de l'herboristerie. Aussi, les femmes, ils survivaient aux hommes, fait qu'ils pouvaient se marier 2-3 fois, puis leur mari décédait, fait qu'ils étaient louches. Aussi, les enfants qui venaient au monde mort-nés. Fait que dès que la science est arrivée,
tout le savoir ancestral des femmes s'est mis à être disqualifié, puis c'est là qu'est apparue un peu la chasse aux sorcières en Europe. Oui, fait que c'est comme ça. Fait que l'auteur résume un peu que finalement, une sorcière, c'est une femme libre et autonome qui avance seule, sans tuteur ni mari. Fait que c'est ça que j'ai mis dans mon film. C'est une femme libre qui possède la connaissance, qui avance seule. Puis elle va déranger par ça. Puis elle va rencontrer ces sorcières-là qui cherchent en fait à reproduire leur divinité, qui serait une sorte de chien qui serait une sorte de chien pour renverser l'ordre du monde. Fait que je reviens aussi quand même dans des thématiques les chiens, la chienne, la bitch. Puis les chiens et les femmes sont liés dans leur oppression commune dans les hommes et dans nos sociétés. Ils sont victimes du patriarcat ou de la violence ou du contrôle. Les animaux, tout comme les femmes, sont victimes d'un contrôle qui est exercé. Fait que j'ai fait ce parallèle-là, mais le film, il va se présenter comme un drame ou comme un... Tu sais, puis il y a des éléments un petit peu fantastiques, réalistes, qui se mélangent à ça. Mais c'est pas... Fait que c'est un peu ça. On a déposé le projet... Avez-vous le titre? Ça s'appelle Matrimoine. Ça s'appelle Matrimoine. Matrimoine, un mot qui, d'ailleurs, mon correcteur ne cessait de me dire que dire patrimoine. Bien sûr. C'est un mot qui existe depuis le Moyen-Âge et qui a été éradiqué de notre usage. C'est un vieux mot comme autrice, comme le mot autrice et matrimoine, il existait au Moyen-Âge, ces mots-là. Wow. Ils sont disparus, je pense que ça va plaire. J'ai mis beaucoup d'amour dans ce film. Et le casting et tout le lieu, on est toujours dans le Kamouraska? J'ai tout, là, c'est ça que c'est le fun. J'ai vraiment... Quand tu dis mettre des contraintes, j'ai tout écrit en fonction du Kamouraska. Fait que la fille, elle va faire des recherches au musée de l'agriculture, parce qu'on a une archive, on a les musées ancestrales, fait qu'elle travaille là. Elle fait le répertoire des maisons du Kamouraska. J'ai utilisé tout ce qu'on connaît, là, le musée de l'Anguille, le quai de Kamouraska. Fait que j'ai comme mis tout... J'ai brodé tout le récit au travers du territoire qui existe. OK. Mais c'était inventé. Et est-ce que vous travaillez aussi sur d'autres projets en simultané? Oui, là, j'ai 2 projets en simultané. C'est que j'ai un autre projet, un autre long-métrage aussi. L'autre long-métrage, il s'appelle Épinette noire, bleuet sauvage. Puis c'est une jeune militante écologiste qui s'en va saboter un chantier minier. Mais ça tourne mal. Puis je me suis beaucoup inspirée de tout le plan Nord de Jean Charest, en fait, puis de toute la collusion. Puis là, maintenant, on pourrait élaborer puis aller vers notre Nordvolt, puis tout où ce que le gouvernement donne des centaines de millions à des entreprises privées qui finalement ne rapportent rien. On fait beaucoup de promesses de développement. Puis c'était ça, moi je me suis inspirée du projet de la mine Renard dans le Nord. Ils ont construit 350 km de route. Ça a coûté 300 millions payés par le gouvernement pour une mine qui s'est avérée pas être rentable. Puis ils avaient fait des promesses d'emploi dans la région. Puis finalement ils se sont dit, c'est pas payant dans la région faire tailler le diamant parce que c'est une mine de diamant, ça. Fait que là, ils ont envoyé ça en Asie parce que c'est là qu'il y avait... Fait que finalement c'est un fiasco. C'est plus de 750 millions. On a ouvert des forêts vierges pour les accéder. On leur a fait des routes, puis finalement, ça s'est mis sous la protection de la faillite. Fait que c'est tout ça, mais je l'ai présenté sur une comédie noire, un peu comme les films des frères Cohen. Fait que ça joue, là, encore plus avec l'humour, avec les clichés. C'est une satire sociale, en fait. Puis je vais utiliser tout ce qu'on a au Québec de... Moi, j'appelle ça les mononcles en cravate. Là, c'est tout des comptables, puis ça veut tout nous gérer, tu sais, mais ça c'est pas compté. Fait que c'est un petit peu ça, avec de l'humour, encore un personnage de femme. Puis là, c'est plus écologiste, c'est plus corrosif. C'est un puis petit peu... les 2 projets sont où? L'autre plus avancé les 2 sont très avancés. Matrimoine, il est prêt à tourner. En fait, si on va avoir les réponses au printemps, en avril. Pour les subventions. Oui, pour les subventions. Fait qu'il y a des bonnes chances. On a une chance sur 2 parce que je suis dans le programme émergent. Fait que c'est une petite cohorte avec beaucoup plus de chances de financer. Puis sinon, l'autre projet, je suis en scénarisation. J'ai eu le financement de scénarisation du Conseil des arts. Fait que je suis en train de le finaliser. Merci. Mais j'enchaîne. C'est ça aussi. On parlait tantôt de comment vivre et tout, mais c'est que maintenant, j'ai tout le temps 2 projets en parallèle. Puis pour avoir des subventions d'un côté. Oui, c'est ça. Puis j'attends toujours de pas être pauvre. Puis pendant des années, j'ai tout le temps fait un travail annexe. J'étais recherchiste de lieu de tournage pendant des années. C'est ça que j'ai gagné ma vie. Mais depuis 5 ans, j'ai comme bien orchestré. Puis l'autre chose aussi, c'est que j'ai une vie très, très, très modeste. J'ai pas de dépenses. Fait que ça l'aide. Là. Des fois, les gens, ils disent « Ah, mais comment tu fais? » Mais je consomme très, très peu. Fait que ça me permet d'avoir mon besoin d'argent quand tu consommes peu. Et puis, j'ai dit en début d'émission qu'on allait revenir sur le nom de votre entreprise qui s'appelle Boucan Film. Et Boucan, vous en avez parlé sur votre Facebook. Vous dites, c'est votre chien. C'est mon chien. Vous dites, sans cette créature, je ne pense pas que j'aurais réussi à traverser la houle des dernières années. Par chance que les chiens existent, ils rachètent la bêtise des humains.
une seule minute, qu'est-ce que la présence canine vous apporte dans votre vie? Ça l'a racheté les humains parce que le cœur d'un chien, c'est pur, c'est loyal, ça n'a pas de malice, ça n'a pas de plan. Hein? Puis quand tu es avec un chien, il est dans le moment présent. Fait que tu apprends à respirer. Mon chien m'a appris à être elle aime beaucoup les gens, fait qu'elle avance comme elle m'a montré à avancer le cœur ouvert. Puis ça a été ma compagne de confinement. Aussi, ma mère est décédée au lendemain du tournage de Sylvie en liberté, puis j'ai plus aucune famille maternelle, puis j'ai juste un père comme qui pas vraiment présent, fait que j'ai plus vraiment de famille, puis si j'avais pas eu mon chien, je veux dire, j'avais pas de famille avec qui pleurer ma mère, avec qui parler de ma mère, fait que mon chien, c'était ma famille dans le confinement, dans l'après, puis ça m'apaise parce que ça a le cœur pur comparé aux humains. Oh, merci beaucoup. Quelle belle rencontre. Ah, merci à vous. Merci, Sarah Bourdeau, d'avoir accepté notre invitation. Ainsi prend fin notre émission. Merci à toute l'équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Ici Marthe Saint-Laurent qui vous dit à très bientôt.